technologie pour savoir un petit peu d'où vient, quel est le risque à l'heure actuelle qui nous concerne pour l'anaphylaxie périopératoire. Et malheureusement, dans le temps imparti, on n'aura pas trop le temps, mais on pourra toujours poser des questions sur où est-ce qu'on va éventuellement avec l'anaphylaxie périopératoire. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, je suis juste le coordinateur du GERAP, qui est le groupe d'études des réactions anaphylactiques périopératoires, qui est un réseau à laquelle vous avez plein de membres éminents devant vous, et qui est un réseau qui existe depuis plus de 30 ans, avec un maillage territorial assez large. Là, il n'y a pas tous les centres, il y a eu pas mal de nouveaux centres qui ont été ajoutés, et si j'en ai oublié, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Mais le GERAP a permis de façonner la connaissance qu'on a à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale de ce qu'est l'anaphylaxie périopératoire. C'est un réseau assez unique puisqu'il va associer des anesthésistes réanimateurs, mais aussi des allergologues, alors comme vous le voyez aussi aujourd'hui, des biologistes autour de cette thématique, et c'est un réseau qui est extrêmement productif. Alors, quand on parle du risque d'anaphylaxie périopératoire, on estime qu'il y a une fréquence de réaction entre une réaction pour 350 à une réaction sur 18 600 anesthésies. Alors ça dépend un petit peu du type de réaction qu'on enregistre et de la façon de le faire. Quand on s'intéresse aux réactions étiquetées d'allergiques, on a identifié la substance en cause. On est aux alentours de 100 réactions par million d'anesthésies. Donc c'est un risque qui est relativement rare, même s'il est probablement sous-évalué. Vous voyez qu'il y a une prédominance féminine qui va vraiment apparaître après la puberté, qui est probablement liée à des facteurs hormonaux dans la sensibilisation ou le développement des symptômes. Vous avez ici une sorte de cartographie des fréquences des agents en cause avec leur fréquence de réaction depuis la création du réseau. C'est toutes les enquêtes qui sont mises bout à bout. Et vous voyez qu'il y a une évolution temporelle qu'on va prendre progressivement et discuter les cas principaux. Alors, avant d'aborder cette évolution dans le temps, il faut déjà se poser la question du moment de survenue de la réaction. On connaît bien les réactions qui surviennent à l'induction anesthésique, et vous voyez que c'est quand même 80% de nos réactions, mais ce n'est pas les seules, et on peut avoir des réactions qui vont survenir pendant l'intervention, voire après l'intervention, et bien sûr, ça dépend des facteurs déclenchants. On a sûrement un sous-diagnostic des réactions qui ne sont pas à l'induction parce qu'on y pense moins, il y a beaucoup plus de facteurs confondants, on a moins accès aux patients, et donc c'est possible qu'on rate des réactions à ce moment-là. Quand on regarde les agents, on va étudier la dernière enquête qu'on a publiée l'an dernier dans le BJA, qui porte sur la période 2017-2018. Et vous voyez que globalement, on a nos deux premiers pourvoyeurs, qui sont les curares et les antibiotiques. Alors, vous avez ici la proportion prise par les curares, donc c'est la proportion dans toutes les réactions d'hypersensibilité immédiate rapportées prise par les curares, et vous voyez qu'elle est globalement stable. On navigue depuis près de 30 ans à 60% de réactions qui sont liées à un curare. Alors, parmi les curares, tous ne portent pas le même risque, ça c'est important. Vous avez des curares qui sont associés à une fréquence de réaction plus élevée que d'autres, avec le rocuronium et le succinamidonium qui sont plus à risque que l'atracurium et le cisatracurium. Et ça, c'est des données qu'on retrouve dans nos enquêtes, puisque lorsqu'on essaie de rapporter la fréquence de réaction ou le nombre de réactions à l'usage de ces médicaments, on voit bien qu'il y a deux curares qui se détachent des autres, l'acélo et le rocu en tête, et puis la tracisatrac qui sont avec un risque un petit peu moindre. Et donc on n'a pas de différence de risque allergique entre le succinamidonium et le rocuronium. Alors vous voyez une petite évolution entre l'enquête 2011-2012 et l'enquête 2017-2018. C'est impossible de comparer ces deux fréquences, on ne peut pas se dire tiens ça a baissé. Néanmoins c'est une question qui va se poser parce que vous avez eu l'étude ALFO qui a démontré un lien entre l'exposition à la folcodine dans l'année précédente et la sensibilisation au curare. Cette étude a entraîné le retrait de la folcodine, qui était un sirop antitussif du marché français, mais aussi européen, et énormément de pays ont suivi ce retrait. Ça s'était basé sur des travaux norvégiens qui montraient que, en fait, en Norvège, ils avaient de la folcodine, en Suède, ils n'en avaient pas. En Norvège, ils avaient des réactions curares, en Suède, ils n'en avaient pas. Et de manière très pragmatique, les Norvégiens, ils ont dit on enlève la folcodine, ça ne sert pas à grand-chose, et ils ont observé une baisse de la fréquence des réactions au curare. Alors, essentiellement chez les femmes, il n'y a pas d'explication pour ça pour le moment. Et donc, on va voir et on va monitorer pour voir si on va observer une diminution des réactions liées au curare. Alors, on ne va pas les voir disparaître, même si on a retiré la folcodine, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à la sensibilisation aux ammonium quaternaires. Les ammonium quaternaires, c'est les déterminants, c'est les deux choses qui font qu'un curare est un curare, mais aussi qui font qu'on est allergique au curare.
Et en fait, vous avez des expositions professionnelles aux ammonium quaternaire dans les métiers de l'entretien ou des cosmétiques. Et en fait, c'est aussi un facteur de risque associé à la survenue de réactions au curare. Alors, il faut s'en méfier de ce résultat, puisque l'étude n'était pas conçue pour ça. Néanmoins, c'est quelque chose qui va nous intéresser de plus en plus dans les années qui viennent. Vous le savez sûrement, mais c'est toujours très important de le rappeler, on n'est jamais allergique à un seul curare. Ou en tout cas, on peut ne pas être allergique à un seul curare. Vous avez ici un tableau croisé avec en ligne les curares qui ont donné les réactions et en colonne les sensibilisations croisées. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, il n'y a pas de situation où on n'a pas un risque de réaction croisée. Le 0 ici, c'est anecdotique, et dans les autres enquêtes, on ne l'avait pas. On peut potentiellement être sensibilisé à plusieurs curares, voire à tous les curares, et on n'a pas de moyen de le prédire. On n'a pas de moyen de se dire OK, il a fait une réaction à la cellocurine, je vais mettre du cisatracurium. On n'est pas sûr. Les fréquences de réaction sont faibles, mais on n'est pas sûr. Et attention aux réactions croisées entre atracurium et cisatracurium, c'est bien sûr extrêmement fréquent, puisque le cisatracurium est un énantiomère de l'atracurium. Vous avez ensuite l'histoire du latex. Le latex, pendant longtemps, ça a été un problème d'anaphylaxie périopératoire, et les plus anciens d'entre vous l'ont bien vécu. Ce risque est apparu après les années 90. En fait, au décours de l'épidémie de VIH, on a eu une demande accrue en latex. Les industriels ont répondu en augmentant la production, mais du coup en chantant certains process industriels, notamment le lavage du latex. Et on a eu des latex avec un contenu protéique plus important. Et en plus, les gants étaient poudrés, donc on a balancé dans l'air des quantités astronomiques de particules de latex, ce qui a comme vertu de sensibiliser les patients et les soignants. Il y a eu les mesures de prévention qui ont été mises en place, et ça a permis de réduire ce risque, puisqu'actuellement on est redescendu à un risque aux alentours de 5%, et encore en ayant des critères diagnostiques assez larges. Et on voit que ces mesures de prévention primaire et secondaire ont été efficaces, et on est content de pouvoir le montrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut lever le pied, ces mesures restent essentielles, mais en tout cas le risque est devenu beaucoup moins important. Maintenant le deuxième agent responsable et le troisième point que je veux aborder, c'est les antibiotiques, puisque là on voit une tendance totalement différente. On voit que la part occupée par les antibiotiques est de plus en plus importante au fil du temps et au fil des enquêtes du GIRAP. Alors, là-dedans, ça ne veut pas dire que forcément on est plus allergique aux antibiotiques. On peut avoir un effet de vase communicant, si le reste diminue, la part va augmenter. On peut aussi avoir une utilisation plus fréquente, et c'est le cas, puisqu'il y a eu des recommandations itératives qui ont élargi le champ de l'antiboprophylaxie, donc on l'utilise de manière de plus en plus large. Néanmoins, on voit que dans la population générale, il y a aussi une tendance à la hausse à la sensibilisation vis-à-vis des antibiotiques. Il y a des choix de stratégie qui peuvent orienter vers un risque plus important que d'autres, et on peut avoir authentiquement une augmentation du risque. Pour l'instant, on ne sait pas faire la part des choses, mais c'est un des points qui est important de garder à l'esprit. Un point qui est surprenant, c'est la fréquence de réaction à la céfazoline. Structurellement, la céfazoline, on dit qu'elle ne ressemble pas aux autres antibiotiques, et donc le risque de réaction croisée est faible. Attention, ces études sont basées sur à peu près 140 patients dans le monde, donc globalement, le niveau de preuve qu'on a de ça est modeste. Et on ne s'attend pas à voir une telle fréquence de réaction. D'autant plus que la céfazoline n'est pas spécialement utilisée en médecine de ville, et on a des patients qui ont été exposés pour la première fois et qui font une réaction, ce qui pose la question de comment ils se sont sensibilisés. Donc il y a beaucoup d'inconnus autour des réactions à la céfazoline. C'est des travaux qu'on est en train de mener pour essayer de mieux comprendre les choses, mais gardez à l'esprit que ça devient notre premier pourvoyeur de réactions aux antibiotiques. En dehors de ce duo de tête curare-antibiotique, on a beaucoup d'autres médicaments, et vous voyez que souvent, c'est des médicaments qui vont donner des réactions après l'induction anesthésique. Vous avez les colorants, et notamment le bleu patenté, on va y revenir, et puis finalement, tout peut donner une réaction d'hypersensibilité immédiate périopératoire. Toute substance, finalement, peut en donner, mais pas forcément avec le même risque. Et ça, c'est très important. Alors, les halogénés ne sont pas dans cette liste, probablement parce que jusqu'à présent, on a été incapable de les tester. On commence à essayer chez nous pour voir un petit peu ce qui se passe, mais je ne sais pas ce que ça donnera. Pour les colorants, vous avez le bleu patenté, qui est un colorant qui est utilisé à la fois dans la chirurgie carcinologique pour le repérage du ganglion sentinelle, mais aussi parfois pour la recherche de fistules. En fait, c'est des réactions qui vont être un petit peu atypiques, et il faut le savoir. C'est des réactions, c'est le troisième pourvoyeur et de manière stable en France de réactions anaphylactiques périopératoires. Souvent, elles vont être sévères, alors qu'on ne s'attend pas forcément à ça du fait de la voie d'injection qui est en général sous-cutanée.
C'est des réactions qui vont mettre du temps à démarrer, parce qu'il y a une résorption sous-cutanée, lymphatique, qui va faire que la réaction ne va pas démarrer aussi vite qu'avec un curare. Elle va être prolongée. Et vous voyez qu'on peut avoir des durées de réaction qui sont extrêmement longues. Et puis voilà. Donc, globalement, il faut savoir y penser parce qu'elles peuvent démarrer à un moment où vous sortez du spectre j'ai utilisé le colorant, ça va apparaître 30 minutes, 1 heure après. On n'y pense plus forcément à ce colorant, mais ça peut être l'inducteur de cette réaction. Un petit focus sur les hypnotiques, très rares, d'accord. Compte tenu de leur usage, la fréquence de réaction aux hypnotiques est extrêmement faible. Vous voyez, on est de l'ordre de quelques cas à chaque enquête, malgré un usage extrêmement large de ces médicaments. On a une petite augmentation du nombre de réactions au midazolam, mais parce qu'en fait, il est utilisé de manière très fréquente, et c'est un signal que pour l'instant, on n'analyse pas. J'en profite pour faire un petit rappel. L'allergie au soja ou à l'œuf n'est pas une contre-indication au latex, puisqu'on sensibilise aux protéines, et il n'y en a pas, au propofol, on sensibilise aux protéines, et il n'y en a pas dans le produit. Concernant la chlorhexidine, c'est quelque chose qu'on cherche, qu'on surveille. De la chlorhexidine, on en a de plus en plus. On a énormément de dispositifs qui contiennent de la chlorhexidine. C'est un agent qui donne beaucoup de réactions dans certains pays, notamment au Danemark, au Royaume-Uni. Et on s'attend à voir apparaître, dans les années qui viennent, une augmentation de la réaction à la chlorhexidine. Il y a déjà des alertes dans tout ce qui est médecine communautaire, chez les enfants, notamment la NSM a émis une alerte il n'y a pas si longtemps. Il faut s'en méfier parce que c'est caché. Vous avez énormément de dispositifs qui sont imprégnés à la chlorex. Et méfiez-vous, là aussi, ça peut être le piège classique. Le cathéter central qui est imprégné, vous allez avoir une réaction au moment où vous le mettez, et c'est des réactions souvent qui démarrent très vite. Je ne sais pas si on le voit sur la diapo, mais globalement, c'est quelques minutes après l'insertion du cathéter, et on ne va pas forcément penser à ça. Et en plus, le cathéter, il est imprégné, donc ça va maintenir un état de réaction assez sévère. Les gélatines, finalement, on sait que c'est des substances qui sont à risque allergique, mais d'un point de vue quantitatif, il y a assez peu de réactions. Alors, ce n'est pas un usage non plus qui est extrêmement large, on utilise beaucoup moins de gélatine que de curare. Vous avez ici une série anglaise qui rapporte un petit peu les réactions, avec souvent des réactions sévères, mais aussi parce qu'on utilise les gélatines à un moment où le patient en a besoin. La question, c'est est-ce qu'on peut l'anticiper? Et j'en profite pour faire un petit focus sur le syndrome alpha-gal. L'alpha-gal, c'est un glucose, c'est un sucre en fait qui est présent dans les protéines animales mammifères, non primates. Donc, normalement, si vous ne mangez pas de primates, si vous mangez du primate, vous êtes protégé. Et en fait, on peut sensibiliser notamment par les piqûres de tiques. Donc vous voyez que la cartographie dépend énormément de la prévalence des tiques. Pour sensibiliser les gens, ça va manger un cerf, puis ça vient vous manger, ça vous a immunisé contre l'alpha-gal, et souvent c'est des patients qui vont rapporter une symptomatologie lorsqu'ils consomment de la viande de mammifères non primates. D'accord ? Pourquoi ça nous intéresse? Parce que énormément de dispositifs et de produits contiennent des gélatines animales. Vous avez bien sûr nos gélatines fluides modifiées, mais vous avez plein de choses qui sont utilisées par le chirurgien, qui en contiennent aussi, et ça peut poser des questions. Il y a aussi les héparines, notamment l'héparine non fractionnée, contient aussi ces sucres, et donc il faut s'en méfier. On ne sait pas trop encore comment le positionner. En tout cas, quand un patient vous rapporte une intolérance à la viande, eh bien, il faut s'en méfier. Si on a le temps, on l'envoie se faire explorer, il faut y penser. Et si on n'a pas le temps, on ne va pas forcément arrêter la chirurgie pour ça, mais on fait au moins attention aux gélatines fluides modifiées. Pour la protamine, c'est quelque chose qui est fréquemment rapporté, mais finalement, c'est la part allergique de ces réactions est difficile à caractériser, ça existe. On a beaucoup de situations où c'est un mécanisme non allergique avec des histoires de vasoconstriction pulmonaire. Il n'y a aucun risque de réaction croisée avec les fruits de mer ou les poissons. Ce n'est pas du tout les mêmes épitopes sur lesquels on va sensibiliser. Sur les crustacés et les poissons, on va sensibiliser sur la tropomyosine et la parvalbumine, qui n'est pas du tout le cas de la protamine. Il n'y a pas de risque non plus chez les patients qui sont vasectomisés. C'est quelque chose qui circule beaucoup en Amérique du Nord. Nos chirurgiens qui reviennent d'Amérique du Nord, chirurgiens cardiaques, ils nous disent voilà, attention, il est vasectomisé, pas de protamine. Ça n'a aucun sens. C'est pas parce que c'est dérivé du sperme de saumon que le patient va devenir allergique à ça. Le Sugamadex, j'en parle parce que ça peut donner des réactions et il y a certaines populations qui sont particulièrement sensibles à ça, notamment les populations asiatiques et les japonais qui rapportent autant de réactions au Sugamadex que de réactions au rocuronium. Donc ils ont, au Japon, c'est un vrai sujet de discussion. En plus, on peut avoir des patients qui vont se sensibiliser à la fois au rocuronium et au Sugamadex, et donc il faut s'en méfier.
Un dernier mot sur la sévérité de nos réactions. C'est des réactions qui peuvent être sévères, et vous voyez ici des données françaises, puisque quand on a un choc anaphylactique périopératoire qui implique un curare, on a 4% de mortalité en France, 5% pour les patients qui sont admis pour choc anaphylactique en réanimation, et vous voyez, alors même que les patients ont eu une détection et une administration d'adrénaline extrêmement précoce, 4 minutes, 3 minutes, c'est très court pour aller initier le traitement, et des doses d'adrénaline extrêmement importantes. Alors, on peut toujours débattre de la question, est-ce qu'ils en ont trop eu? On voit surtout qu'il y a des formes réfractaires, et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et l'idée, c'est de trouver des alternatives thérapeutiques, dont Aurélie vous parlera tout à l'heure, sur les états de choc les plus sévères. On a peu de facteurs pour le prédire. On sait que les femmes font moins de réactions sévères que les hommes, que les comorbidités cardiovasculaires vont jouer, et l'obésité aussi. Un dernier mot avant ma conclusion sur nos voisins. En fait, globalement, on a la même épidémiologie que nos voisins, avec des ordres de priorité différents. Mais globalement, les antibiotiques, et particulièrement la céphazoline et les curares, arrivent toujours sur le podium chez nos voisins européens. Voilà, je vais terminer ici. J'anticipe juste cette diapo pour la suite des topos, pour vous montrer que pour produire ces données, on doit s'appuyer sur les consultations d'allergologie. C'est un bilan qui est difficile, qui nécessite de l'expertise, et c'est pour ça que je remercie énormément tous les membres du GERAP pour l'aide qu'ils nous apportent au quotidien.